Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Au Sénégal, le procès de Ousmane Sonko continue de cristalliser les tensions. En marge de sa comparution au tribunal pour une affaire de diffamation, des heurts ont éclaté à Dakar entre forces de l'ordre et manifestants. La capitale a été placée sous très haute sécurité pour ce procès du leader du parti PASTEF. Après le passage meurtrier du cyclone Freddy, le Malawi pleure ses morts. À Blantyre, dans le sud, où plus de 200 personnes ont été tuées dans les inondations et les glissements de terrain provoqués par le cyclone. Et des funérailles publiques ont eu lieu hier. Le chef de l'État, Lazarus Chakwera, a participé aux funérailles. Et le gouvernement français tente le passage en force. Ce jeudi, la première ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité de son gouvernement en optant pour le 49.3. Un passage en force qui n'est pas du goût de l'opposition, qui n'a pas tardé à condamner ce choix du gouvernement. Scène de violence dans les rues de Dakar, au Sénégal, en marge du procès de l'opposant Ousmane Sonko. Des violences ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre après que le leader de Yewwi Askanui a été extrait de force de son véhicule par les forces de sécurité en route vers le tribunal. Un procès dont l'issue pourrait être déterminante pour la suite de l'élection présidentielle. Mathieu Nicolas. La douleur se ressent lorsqu'on entend les cris de cette jeune femme. Elle vient d'inhaler du gaz lacrymogène. Heureusement, on vient soulager son mal rapidement. Des heurts ont éclaté jeudi dans les rues de Dakar entre manifestants et policiers. Les événements ont eu lieu aux abords du tribunal où comparaissait Ousmane Sonko pour diffamation contre le ministre sénégalais du Tourisme, Mamé Mbaye Niang. Quand les manifestants jetaient des pierres, la police, elle, répondait avec du gaz. La façon dont il gouverne le pays, tout le monde, personne n'est d'accord. Personne. Il y a la malgouvernance, il y a l'injustice. Tout le monde, ça se voit à l'œil nu, on n'a pas besoin de microscope. Ça se voit à l'œil nu. Donc c'est ça. Donc c'est pourquoi nous luttons et on est prêts à y laisser nos vies. Avant son arrivée au tribunal, des images transmises en direct par l'équipe de communication d'Ousmane Sonko montraient le convoi du candidat d'opposition en route vers le tribunal se faire arrêter. On le voit se faire extraire de force de son véhicule sous les détonations de gaz lacrymogène alors que ses soutiens tentent de s'interposer. Finalement, Ousmane Sonko a été extrait de son véhicule et emmené au tribunal par la police. Un procès à haut risque pour son avenir politique. Il dénonce une instrumentalisation de la justice pour l'écarter de la présidentielle de 2024. Quelques heures après, des incidents moins violents sont encore signalés dans plusieurs secteurs de Dakar. Mermoz, VDN, Keur Gorgui ou encore Cheikh Anta Diop. Selon plusieurs médias qui couvrent l'événement, les détonations de grenades lacrymogènes ont rythmé la journée à Dakar. Et le procès d'Ousmane Sonko a été renvoyé le 30 mars. Désolation et tristesse à présent au Malawi, où après des centaines de morts enregistrées suite au passage du cyclone Freddy dans le pays, des funérailles publiques ont été organisées à Blantyre dans le sud, en présence du chef de l'État, Lazarus Chakwera. Ému devant l'ampleur du drame et les nombreux dégâts provoqués par le cyclone, le président a lancé un appel à l'aide internationale. Souilas Bay. Des cantiques et des cercueils portés à bout de bras. Mercredi, les funérailles des 225 victimes du cyclone Freddy ont eu lieu à Blantyre, la capitale économique du Malawi et épicentre de la catastrophe. Un moment douloureux pour les familles endeuillées. C'est une période très difficile pour nous. C'est une période douloureuse et démoralisante, car il n'est pas facile de pleurer un grand nombre de morts. Nous avons perdu beaucoup de personnes et de nombreux biens ont été endommagés. À ce jour, plus de 88 300 Malawites sont sans foyer. Des écoles et des églises ont été transformées en centres d'hébergement d'urgence. Au total, 165 centres ont été ouverts.
Face à cette situation, le président Lazarus Chakwera s'est rendu sur place. Personnellement, je suis tellement dévasté. Parfois, quand on passe devant ces nombreux cercueils, on ne peut s'empêcher de verser des larmes à cause d'êtres chers. Une famille entière complètement anéantie et de tant d'autres qui ont été touchés. Le cyclone Freddy a provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain meurtriers au Malawi. D'après les dernières prévisions, la tornade devrait se dissiper sur les terres, mais les pluies risquent de persister pendant encore plusieurs jours. Face aux destructions des logements, le président malawite appelle la communauté internationale à l'aide. J'en appelle à la communauté internationale pour qu'elle nous regarde avec bienveillance. Car nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide pour les personnes qui ont été secourues, qui ont tout perdu. Ils ont besoin de ce qui est nécessaire, d'abris, de vêtements, de nourriture. L'ONG Médecins sans frontières, présente sur place, craint une flambée de l'épidémie de choléra qui frappe déjà le pays. Une semaine après le naufrage du ferry Esther Miracle qui reliait Libreville à Port-Gentil au Gabon, le ministre des Transports a remis sa démission. De nombreuses voix de familles, victimes, oppositions et groupes de la société civile s'étaient élevés ces derniers jours pour réclamer au moins la démission de Brice Paya. Le bilan provisoire du naufrage au Gabon est passé à 21 morts, 16 personnes portées disparues et 124 rescapés. Le drame a fait ressurgir les problématiques liées à la surcharge de transporteurs maritimes. Les Zimbabwéens sont appelés aux urnes début août prochain pour élire leur président. En prélude du scrutin, le gouvernement a lancé une campagne d'inscription éclair aux électeurs qui va durer 10 jours. Une campagne d'enrôlement qui suscite beaucoup d'engouement, comme vous le verrez par ce sujet de Swilas Bay. J'espère un meilleur Zimbabwe, car j'ai entendu dire que chaque vote compte. Comme toutes les personnes devant ce centre d'enrôlement, Molinda Chiguada est venue s'inscrire sur la liste électorale. La présidentielle dans cette ancienne colonie britannique doit se dérouler à l'été prochain, entre juillet et août. Et pour ce duel dans les urnes, chacun veut avoir son mot à dire. Je suis venu m'inscrire pour voter parce que je veux que le dirigeant reste au pouvoir pour qu'il puisse améliorer l'économie et créer des emplois. Nous ne voulons pas de pauvreté et en ce moment, les cas de vol sont nombreux parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le parti de l'actuel président du Zimbabwe, la ZANU-PF, est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. La longue file d'attente devant les centres d'enrôlement témoigne de l'intérêt que suscite ce scrutin. Cette année encore, le duel devrait opposer Emmerson Mnangagwa au chef de file de l'opposition. Mais l'actuel président peut compter sur le soutien d'une partie des Zimbabwéens. Je suis venu m'inscrire pour voter parce que je veux que notre père Mnangagwa gagne et crée des emplois pour nous. La tâche ne sera pas facile pour la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Le pays est en proie depuis des années à une inflation galopante et à une économie en grave difficulté. L'opposition pourrait se poser comme une alternative crédible. En Centrafrique, 3 ressortissants chinois ont été enlevés le 13 mars dernier près du village de Gbembo, dans l'ouest du pays. Leur véhicule a été retrouvé abandonné par les ravisseurs qui ont emmené leur otage vers une destination inconnue. Selon le préfet de la région, ces 3 hommes auraient été enlevés par les hommes armés de la coalition des Patriotes pour le changement, un mouvement rebelle très actif à l'ouest de la RCA. Pour l'heure, ni le gouvernement centrafricain ni l'ambassade de Chine à Bangui n'ont encore officiellement communiqué sur cet enlèvement. Le secrétaire d'État du gouvernement américain, Anthony Blinken, poursuit sa mini-tournée africaine. Après son passage en Éthiopie, il s'est envolé vers le Niger, où il a rencontré son homologue Assoumi Massoudou. Il s'agit du premier chef de la diplomatie américaine à se rendre
au Niger, pays stratégique dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. L'action du président Bazoum dans la lutte contre le terrorisme a d'ailleurs été saluée à Washington lors d'un sommet des dirigeants africains organisé par Joe Biden dans la capitale américaine en décembre. Et avant l'étape nigériane, le chef de la diplomatie américaine était en visite en Éthiopie. Anthony Blinken a insisté mercredi à Addis Abeba sur la nécessité d'un mécanisme judiciaire pour établir les responsabilités dans les atrocités du conflit au Tigré, condition sine qua non selon le secrétaire d'État pour une reprise de l'implication économique américaine en Éthiopie. Je vous propose de l'écouter. Une baisse très significative des violations des droits humains et des abus dans la région du Tigré. D'autres sources nous l'ont également confirmé. Cela ne signifie pas qu'elles ont été éliminées et, en effet, nous exhortons vivement toutes les parties au conflit à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'elles cessent complètement. Le géant italo-suisse du transport maritime, groupe méditerranéen Shipping Company, est entré dans la phase décisive de son investissement au Congo. Son président, Diego Afonte, a été reçu à Oyo par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Présent dans 115 pays du monde, le groupe va davantage œuvrer pour l'ouverture du Congo vers le marché extérieur. Louis-Marcel Satou pour les détails. Le groupe méditerranéen Shipping Company a acquis en décembre dernier les actifs du groupe français Bolloré au port autonome de Pointe-Noire. Son président a été reçu à Oyo par le président de la République Denis Sassou Nguesso. Premier transporteur maritime mondial, le groupe est entré dans la phase décisive de son investissement en République du Congo. On est vraiment convaincu, de la stratégie du port de Pointe-Noire. Et donc, on a décidé de continuer de poursuivre nos investissements dans le port de Pointe-Noire. Aujourd'hui, on a notre deuxième navire de 14 000 TEU qui a accosté, à Pointe-Noire. C'est le plus gros navire qui a jamais accosté à Pointe-Noire. Et donc, on aimerait continuer à grandir et à développer le port pour aider le pays à se développer et à ouvrir le pays au reste du monde. L'implantation du groupe MSC au Congo et l'investissement déjà engagé ont été salués par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, présent à cette audience. Il s'agit d'un grand pas pour ce grand port, le port de Pointe-Noire, mais aussi le meilleur qui soit pour servir le corridor 13. C'est un grand moment d'avoir signé avec un grand groupe qui n'est pas seulement un groupe qui vous apporte du boulot, mais qui transporte énormément de la marchandise, mais qui est donc en mesure de renflouer notre port et continuer à donner au port de Pointe-Noire la vocation de transit. Le géant italo-suisse du transport maritime, présent dans 115 pays du monde, va davantage œuvrer pour l'ouverture du Congo vers le marché extérieur à travers le transbordement au port autonome de Pointe-Noire. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisé par la rédaction. Au Mali, le projet de nouvelle constitution a été officiellement validé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'annonce a été faite dans un communiqué gouvernemental publié ce jeudi. Le chef de l'État indique avoir décidé de présenter le projet de constitution aux forces vives de la nation le 20 mars prochain. Quant au référendum, initialement prévu le 19 mars, il a été reporté à une date ultérieure non annoncée. Le projet de constitution fait l'objet d'une forte réprobation au Mali, où plusieurs organisations politiques et une partie de la société civile exigent son retrait. Plus de 7,5 millions de personnes devraient être en situation d'insécurité alimentaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger pendant la période de soudure entre juin et août 2023. C'est une prévision de la Commission européenne à la protection civile et opérations d'aide humanitaire. En décembre 2022, le nombre de personnes en situation d'insécurité était de 5,3 millions. Ce chiffre est donc en augmentation, mais on est loin des 9,7 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire enregistrées l'été dernier. Le Nigeria va réintégrer les opérations de maintenance de la paix des Nations Unies. C'est le commandant par intérim de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei qui a annoncé la nouvelle. Cela fait 10 ans que le Nigeria a suspendu sa participation. Le pays avait fait le choix de se retirer des négociations pour se concentrer sur la lutte contre les organisations terroristes auxquelles il faisait face.
Les troupes nigérianes viendront compléter le contingent des 8 pays contribuant à la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei. Cette image forte aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de nombreux députés de gauche ont brandi des pancartes avec écrit « 64 ans, c'est non » sous les huées des oppositions et faute d'avoir une majorité acquise sur la réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne a choisi d'engager la responsabilité de son gouvernement par le biais de l'article 49.3 de la Constitution et les élus de gauche chantant à de multiples reprises la Marseillaise et provoquant une suspension de séance. Je vous propose d'écouter la Première ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Et comme on pouvait l'imaginer, ce passage en force n'est pas du goût des oppositions. Plusieurs leaders n'ont pas tardé à s'exprimer après le recours à l'article 49.3, des mots durs parfois contre un gouvernement qui fera face à une motion de censure. Je vous propose d'écouter quelques réactions de différents bords politiques. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité parce qu'ils étaient mauvais. Cette réforme était injuste, mal préparée, mal conçue, mal présentée. Et jusqu'au bout, ça a été comme ça. Et bien, dans ces conditions, lorsqu'on est confronté à un vote potentiellement contre, ce qui aurait été évidemment le cas, on retire, voilà, on retire. Et bien maintenant, voilà, il faut qu'on soit dans l'action avec les syndicats et que tout soit fait qui permette que la loi soit retirée. Car chaque jour qui passe, pour ma part, ma confiance dans l'idée qu'elle ne soit pas maintenue augmente. Et côté syndical, les différents groupements syndicaux se disent prêts à continuer la mobilisation et même durcir la lutte pour Philippe Martinez. Le résultat du vote ne fera pas taire le mouvement social. Et cette information sportive à présent, ce jeudi, l'Italo-Suisse Gianni Infantino a été réélu pour 4 ans à la tête de la FIFA. En poste depuis 2016, il entend inaugurer une ère de tous les superlatifs. Écoutez-le. Être président de la FIFA est un honneur incroyable, un privilège incroyable, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et une image, avant de nous quitter, celle de la veuve et des filles de Kobe Bryant qui ont dévoilé les empreintes des mains et des pieds de la star du basketball qui seront désormais exposées en permanence à l'extérieur du TCL Chinese Theater sur le Hollywood Walk of Fame. Le quintuple champion de la NBA est devenu le premier athlète à voir ses empreintes gravées dans le ciment en 2011. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas l'édition de la mi-journée présentée par Émeric Torroignon. Et en attendant, continuez à vous informer toujours sur Télésud.